Je suis heureux d'accueillir ce soir dans nos entretiens de Solferino Gilles Boyer, qui vient de publier un roman uchronique, on dit les choses comme ça, il paraît, qui s'appelle Petit Clamart. Alors chacun sait que le Petit Clamart est une commune de la banlieue de Paris qui a failli être fatale au général de Gaulle, puisque un attentat il y a été perpétré en 1962. C'est d'ailleurs un tournant de l'histoire de la Ve République, puisque de sources concordantes, c'est cet attentat qui incite le général de Gaulle à accélérer sa volonté que le président de la République soit élu au suffrage universel, ce qui sera approuvé par les Français à l'automne 1962. Mais ce n'est pas cette histoire-là que vous nous racontez, Gilles Boyer. Alors pourquoi un roman autour du Petit Clamart? Il fallait y penser quand même. Moi, je me suis autorisé, parce qu'il faut d'abord se donner l'autorisation de réécrire l'histoire, d'imaginer ce qui se serait passé si. Les anglo-saxons sont friands de ce genre littéraire, ils appellent ça « what if », avec la magie de la langue anglaise qui simplifie alors que nous avons souvent des mots compliqués. Et donc, comme j'aime bien faire vivre des personnages ayant existé, je trouve ça amusant, d'abord parce que ça évite d'avoir à créer des personnages soi-même, donc c'est peut-être une dimension que j'ai utilisée. Je me suis dit quel est au fond un événement fondateur qui aurait pu faire prendre à la Ve République et à la vie politique française un virage complètement différent. Et je me suis rendu compte que c'était ce moment-là qui pouvait en faire partie, notamment parce qu'on est dans une année charnière de la Ve République, 1962, les institutions ne sont pas du tout stabilisées, personne ne sait si elles vont survivre au général, la place de chacun est encore à faire, les partis cherchent à prendre leur revanche de la Quatrième République. L'affaire algérienne n'est pas soldée, elle est soldée dans les accords d'Évian, mais elle n'est pas soldée dans les esprits. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui aurait pu se passer si le général, ce soir-là, avait succombé à cet attentat, ce qui n'est pas passé loin. On voit aujourd'hui à Colombey, au mémorial, l'ADS, qui était ce jour-là la voiture du général, criblée de balles, et on se rend compte qu'à quelques centimètres près, l'histoire aurait pu basculer. Alors, quels sont dans ce roman les personnages vrais et les personnages inventés? Oui, je me suis dit qu'il fallait à la fois faire vivre la vie politique telle qu'elle était en 1962, donc avec évidemment Pompidou, Premier ministre depuis quelques mois, son gouvernement, les proches collaborateurs du général, mais aussi ses adversaires politiques. Et puis, je me suis dit qu'il fallait aussi imaginer que cet événement pouvait réveiller une vocation chez quelqu'un que par définition nous n'avons pas connu. En l'occurrence, j'ai choisi une jeune fille qui est avec son grand-père en Bretagne et qui vit cet événement en direct à la télévision et chez qui une vocation de femme politique s'éveille ce jour-là. Et ça me permettait de mélanger la petite histoire et la grande en quelque sorte. Vous avez, j'imagine, beaucoup lu pour écrire ce livre, ça se sent compte tenu de toutes les références implicites, parce que ce n'est pas un livre chargé de notes en bas de page, mais on sent que derrière les portraits des protagonistes qui ont existé dans les événements, il y a un énorme travail de recherche. Comment vous avez procédé? J'ai fait une photographie, je me suis dit le 22 août 62 à 20h30, qui est où, qui fait quoi, qui est connu, qui ne l'est pas, qui va voir sa trajectoire accélérée, ralentie, ou en tout cas telle que je l'imagine, quels sont les événements qui à ce moment-là rythmaient l'actualité du monde. On est quelques jours après la mort de Marilyn Monroe, on est au moment où on a l'histoire cubaine qui commence à monter en puissance, l'affrontement des blocs, et donc j'ai commencé par essayer d'éviter, à l'aide notamment de quelques relecteurs attentifs, éviter les anachronismes, éviter les situations qui seraient décalées ou déplacées, en laissant la place à l'imaginaire du romancier. Mais en effet, un gros boulot de documentation qu'on peut faire désormais depuis chez soi, pour me dire au fond, à ce moment-là, au moment où ça survient, on est au mois d'août 62, la France regarde Interville, qui est où, qui fait quoi, qui a quel espoir, qui a quelle espérance, qui a quelle crainte, qui a quelle inquiétude, et notamment Pompidou. On se rend compte que Pompidou, à ce moment-là, vient d'être nommé et qu'il n'est pas du tout encore stabilisé, il n'a pas du tout encore l'autorité qu'il a pu acquérir ensuite auprès du camp gaulliste. Il vient d'être nommé depuis 3-4 mois, beaucoup de barons se demandent d'où il vient, pourquoi lui et pas les autres. Il a
pas forcément réussi sa déclaration de politique générale. Il l'a même loupé. Qui est un exercice d'actualité, et que d'ailleurs pas grand monde a réussi, il faut reconnaître, parce que c'est un exercice sans doute impossible. Et donc il n'a pas du tout une autorité naturelle sur le congoliste à ce moment-là. Alors que Debré, lui qui vient de quitter Matignon, après 3 ans, ou après 4 ans même, 3 ans et demi au service du général, il a quitté Matignon au fond sur fond de désaccords sur la politique algérienne, a pu être perçu, ou en tout cas se percevait lui-même comme une forme d'héritier du général. Bon. Et puis on voit le personnage de Monnerville, qui est président du Sénat à l'époque, qui ne s'est opposé au général qu'ensuite, à l'occasion précisément du vote sur l'élection du président au suffrage universel, et qui lui est président du Sénat depuis longtemps, et qui va se voir propulsé à faire l'intérim de la présidence. Mais on est dans un moment où l'élection du président au suffrage universel n'est pas encore décidée, et où l'élection a lieu avec le collège électoral restreint que nous connaissons aujourd'hui pour les sénatoriales, et qui fait que c'est 80 000 personnes, 80 000 élus locaux qui vont élire le nouveau président en remplacement du général. Alors on ne va pas déflorer le livre. Ah non, non, dites parce pas. qu'il faut que vous l'achetiez, que vous le lisez. Alors j'ai une dernière question à vous poser. On sent que vous avez beaucoup de tendresse pour cette jeune fille, qui est fictive, mais dans les personnages non fictifs, quels sont ceux, dans toutes vos recherches, que vous avez découverts ou vus sous un autre angle, et peut-être avez-vous réévalué leur personnalité et leur rôle? J'ai développé une affection particulière pour Robert Boulin, que j'avais déjà. Oui. D'abord à cause de sa fin tragique, et c'est à cette occasion qu'on a pu découvrir, remonter son parcours, le formidable livre de Benoît Colomba qui retrace cette affaire, et qui aussi retrace la vie de Robert Boulin, son éthique personnelle. Donc j'ai voulu lui donner un rôle important dans cette période. Et aussi Olivier Guichard, qui connaîtra ensuite dans la vraie vie un parcours ministériel, mais qui au début était un petit peu bloqué par le général, et dit-on par son épouse, qui avait un petit peu bloqué sa carrière politique, tout en jouant un rôle éminent aux côtés du général en tant que collaborateur depuis la guerre, en fait. Vous savez que Olivier Guichard est un des rares qui a accompagné le général et sa femme pour un voyage de 2 mois incroyable dans le Pacifique en 1956. On va en bateau, fait escale à Belém, Guyane, Antilles françaises, Canal de Panama, Polynésie, Nouvelles-Hébrides, c'est encore un condominium franco-britannique, Nouvelle-Calédonie, et ils reviennent par l'océan Indien. Et le seul témoin de ce voyage, avec Jean Mauriac, le fils de François Mauriac, qui était journaliste de l'AFP, c'était Olivier Guichard. Et Olivier Guichard, je trouve, est quand même très sous-estimé dans le rôle qu'il a joué auprès du général. Il a d'ailleurs publié un livre formidable qui s'appelle Mon Général, qu'il faudrait rééditer, parce qu'il est très bien écrit et d'une très grande sensibilité. Vous citez aussi Sanguinetti. Oui, bah, j'ai fait beaucoup de recherches, comme vous l'avez rappelé, et c'est vrai que Sanguinetti, qui était un petit peu le factotum de Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, ils s'étaient connus très jeunes, et ils ont fait tout leur parcours ensemble. Il était une personnalité très singulière, je trouve, de la Ve République, et là aussi assez méconnu au fond, mais qui a joué un rôle en coulisses, ou parfois aux premières loges, mais assez éminent. En l'occurrence beaucoup après 62, mais déjà en 62, on s'aperçoit qu'il est omniprésent. On voit aussi les prémices du SAC. On peut voir apparaître Pasqua déjà qui commence à émerger. Et puis le personnage de Focard qui est en filigrane dans le livre, parce que je crois qu'il était en filigrane de cette époque et qu'il a joué là aussi un rôle très important. Je ne sais pas si j'ai la même tendresse pour lui que pour les autres. Merci Gilles Boyer. Donc, je vous rappelle Petit Clamart, c'est aux éditions Lattès. Et c'est en vente dans toutes les librairies, pas seulement les bonnes, j'espère en tout cas qu'il aura la plus grande diffusion. Merci encore. Merci.